Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Dans cette émission, on va parler de la Coupe du Monde de foot. Alors un peu de celle qui commence demain, mais surtout du Mondial 98. 20 ans après, deux acteurs locaux de la victoire et de la fête sont sur le plateau pour témoigner. Jean-Marcel Pierret et Dominique Sepagnac, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup à tous les deux de participer à cette émission. Vous allez pouvoir nous raconter tout à l'heure votre implication dans le Mondial 98. Alors, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde pour les cuisiniers. Le Bocuse d'Or Monde se déroulera à Lyon en janvier. Et le Sarregueminois Mathieu Otto y sera. Il s'est qualifié hier à Turin en hissant l'équipe de France à la 5e place. Le kit de supporters que vous fait gagner Mosaïque vous permettra aussi de le soutenir lui, même si à la base il vous est offert à l'occasion de la Coupe du Monde de foot. N'est-ce pas Sandrine? Coucou. Tout à fait, salut. Donc un nouveau kit à gagner aujourd'hui. Tu nous diras qui est l'heureux gagnant. Côté circulation ferroviaire, ça se complique. Entre les grèves des cheminots et les inondations qui impactent aussi la SNCF, mieux vaut bien se renseigner. Uranie Tozic est devant la gare de Sarreguemines pour nous en dire plus. Uranie, bonjour. Bonjour Julia. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des trains qui circulent? Alors pour être honnête, c'est très compliqué de circuler depuis lundi. Alors en réalité, seul un tronçon de chemin de fer a été touché par le glissement de terrain, donc qui a été causé par les orages ce week-end. Donc ça se trouve entre Bénin et Saint-Avold. Alors ce sont les lignes Metz-Forbach et Sarreguemines-Metz qui sont touchées puisqu'elles passent par ces deux arrêts. Alors, des travaux vont être réalisés sur la voie et la SNCF estime qu'ils devraient durer 2 à 3 semaines. Alors, c'est vraiment pas rien. Il y a un plan de transport qui doit être réalisé, mais pour le moment, aucun dispositif n'a été mis en place, à part quelques navettes entre Metz et Forbach. Ça se complique vraiment pour les rares voyageurs qui empruntent la ligne Metz-Sarreguemines, Sarreguemines-Metz. Là, pour le coup, il n'y a rien du tout, surtout entre Bénin et Sarreguemines. Donc, ça c'est un petit peu ça se fait un petit peu sur le terrain. Alors au final, la SNCF invite les passagers à aller sur le site internet, donc TER Grand Est, ou l'application pour plus de détails tous les jours à 17h. Sachez également que lors des périodes de grève, les cartes de substitution sont encore maintenues, mais il semblerait pour le reste qu'il faille prendre son mal en patience, ou bien, encore une fois, privilégier le covoiturage. Ou utiliser aussi les cars qui sont mis en place, les cars Macron qui en bénéficient. On précise aussi que évidemment ce problème d'inondation, de glissement de terrain impacte aussi l'ICE, les TGV qui vont de Paris à Francfort et qui du coup, au lieu de passer à Forbach et Sarrebruck, sont détournés vers Strasbourg. Et on regardera tout à l'heure un reportage concernant les cars qui profitent notamment de la grève de la SNCF. Place maintenant au tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Mathieu Otto, Bocuse d'Or France, qualifié pour la grande finale mondiale. Le jeune chef sarregueminois arrive 5e sur les 20 candidats en lice. La Norvège monte sur la première marche du podium, suivie de la Suède, du Danemark et de la Finlande. Mathieu et son équipe remportent aussi le prix de la plus belle assiette. Les sélectionnés Europe iront à Lyon en janvier pour la grande finale monde. Grève à la SNCF, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Flixbus, les fameux bus Macron, sont une véritable aubaine pour les sociétés privées de transport qui voient leur fréquentation augmenter. Les temps de voyage sont certes plus importants, mais les tarifs restent attractifs et les chauffeurs pointent présents. Ypelin, la démolition du bâtiment communal sinistré est en cours. Les assurances ont fini leur expertise, elles verseront une indemnité de 953 000 €. Seront détruits la partie du bâtiment abritant les pistes de quilles, les garages, le bureau et le local de rangement des vestiaires. Expérience échouée à Rohrbach. Le ballon atteint 280 au lieu de 30 000 mètres. Bardé de capteurs, gonflé à l'hélium et équipé d'une nacelle, il a pourtant pris son envol comme prévu sous l'œil captif de 15 collégiens de 3e. Il devait exploser à environ 30 000 mètres et enregistrer différentes mesures dont certaines allaient intéresser la société Gaia Trend, partenaire de l'opération. Il s'est finalement dégonflé sur les hauteurs de Binin.
curiosité, Notre-Dame du Golfe s'invite sur le chemin de randonnée. Un petit clin d'œil sans doute à Corcovado, le Christ de Rio, qui est l'un des monuments les plus connus du monde. Au golfe de Sarreguemines, un passionné a aménagé un petit jardin. Il y a installé, il y a un an, une statuette de la Vierge baptisée Notre-Dame du Golfe. Sandrine, on a vu tout à l'heure que les inondations impactent aussi le trafic ferroviaire. Est-ce qu'on doit encore s'attendre à beaucoup de pluie ? Écoute, alors pour l'instant, en ce qui concerne la fin de semaine, on devrait plutôt bien s'en tirer. Super, et on regarde déjà les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La journée de demain sera plus agréable. Les grisailles matinales et la fraîcheur se dissipent au profit d'un régime d'éclaircies. Les températures reprennent des couleurs et les maximales en hausse atteignent 20 à 22 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 14 juin, nous fêtons les Élysées. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h37. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Mathieu Otto ira en finale à Lyon. Le second de cuisine de l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines a décroché hier son ticket pour le Bocuse d'Or Monde qui se déroulera en France au mois de janvier. La France fait partie des 10 pays sélectionnés à Turin à l'issue de la finale du Bocuse d'Or Europe. Alors ce sont les pays nordiques qui ont raflé les meilleures places. Norvège, Suède et Danemark sont sur le podium, suivi de la Finlande. L'équipe de France, coachée par Romuald Fassenet, termine 5e grâce à Mathieu Otto et son commis Louis de Vicari. Et s'ils ne sont pas sur le podium, ils peuvent se targuer d'avoir décroché le prix de la meilleure assiette. Et c'est de très bon augure pour Lyon où la France espère bien décrocher le Bocuse d'Or Monde. Alors en attendant cette épreuve à Lyon, je vous propose de voir l'ambiance lors de la remise du prix de la meilleure assiette. Regardez. The special plate prize goes to Francia. France! Team France! The special plate award goes to the French team. La Francia! Please, friends, come to the stage. Vive la France! Miglior piatto alla France! And so, Mathieu Otto, the candidate from France, and the whole team. Ed ecco che ricevono il piatto per il miglior piatto, non poteva essere che così. Il piatto consegnato da Barilla e dal Consorzio di tutela del grande formaggio Castelmagno. In più viene regalato loro anche un grande libro dedicato all'eccellenza dei formaggi piemontesi. La Francia si aggiudica il secondo premio in lizza, il primo premio a squadre relativo alla competizione. La Francia! So, once again, congratulations France for this prize. Merci alla France. Thank you. Grazie alla Francia. And congratulations for your effort. Retour en France, aujourd'hui c'est le 30e jour de grève à la SNCF. Les usagers continuent de s'adapter et de choisir d'autres moyens de transport, comme les autocars Flixbus ou encore appelés les cars Macron. En période de grève, ce sont souvent les sociétés privées qui sont sollicitées pour remplacer les trains. Un impact positif, mais à nuancer. Uranie Tozic s'est rendue chez Sotram, qui est en lien avec Flixbus. Il n'est pas rare de voir ces cars bondés. Depuis le début des grèves SNCF, ces lignes régionales et interrégionales, notamment sur le secteur, connaissent une hausse de fréquentation. Les sociétés privées de transport ont donc vu la demande augmenter, comme chez Sotram, en partenariat avec Flixbus. 7 véhicules desservent la région sous cette enseigne, dont 2 lignes très fréquentées. Notre entreprise assure une relation entre Francfort et Zurich, mais via Strasbourg. Donc sur le tronçon français, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, on voit une nette augmentation les jours de grève.
Et nous assurons aussi une autre ligne entre Düsseldorf et Marseille. Donc, en l'occurrence, sur la partie française, Sarrebruck à la frontière, Forbach jusqu'à Marseille, où là, effectivement, on a senti nos autocars qui ont jusqu'à 72 places étaient complets, alors qu'habituellement, le taux de remplissage était plutôt de 40-50 personnes. Et ce, sans compter le nombre de montées et de descentes à tous les arrêts de la ligne. Plus de travail, plus de rentrée d'argent pour cette société privée, mais ce surplus a aussi ses mauvais côtés. Le problème, c'est que ça tombe dans une période de pleine activité pour les autocaristes, donc difficulté à trouver des véhicules disponibles et des moyens humains, parce que c'est temporaire, on ne peut pas prendre de dispositions sur du long terme. Si parfois il faut faire appel à des moyens supplémentaires, dans l'ensemble, les véhicules proposés suffisent à pallier au manque de trains. Il n'est pas possible de parler de rentabilité pour le moment. Malgré tout, le directeur de Sotram sait pertinemment que cette hausse aura des répercussions dès l'année prochaine. En transport collectif, les gens prennent quand même des dispositions bien avant. Et donc, je pense que cette année, ils ont quand même été refroidis par l'incertitude qu'il y a sur le train, l'incertitude d'avoir un transport à l'heure. Je pense qu'il va y avoir peut-être une migration de la clientèle vers d'autres moyens de transport et ça a permis à certains clients de se rendre compte qu'il existe d'autres moyens que le train, qui sont tout aussi confortables, peut-être parfois moins rapides, mais tout aussi sûrs et tout aussi agréables. Le tarif est intéressant pour les passagers, les points de desserte sont plus nombreux. Néanmoins, le chemin de fer ne voit pas les transports collectifs comme une concurrence. Par exemple, en dehors des grèves, la SNCF fait appel à Sotram pour la mise en place de cars de substitution en temps de travaux. En période d'alerte attentat, la sécurité est renforcée et ce sera tout particulièrement le cas durant la Coupe du Monde de foot, y compris dans notre arrondissement. Uranie Tozic a demandé au sous-préfet de détailler les mesures prises. Approche de la Coupe du Monde, quelles sont vos missions en termes d'autorisation ? Alors mes missions tiennent à vérifier que toutes les conditions de sécurité, de retransmission sur grand écran, par exemple, sont réunies. C'est la raison pour laquelle, dès le mois d'avril, j'ai écrit à l'ensemble des maires de l'arrondissement pour leur demander quels étaient les projets de manifestations, de retransmission qu'ils pouvaient avoir dans leur commune et leur indiquer que s'il y avait de telles retransmissions, il faudrait en examiner la sécurité et notamment si elle se déroule sur l'espace public. Car dans ces conditions-là, il faut des conditions de sécurité particulières pour assurer une totale sécurité de nos concitoyens et notamment, on l'a vu partout dans le monde et on l'a vu en France, des attentats à la voiture bélier. Alors, dans l'arrondissement, qu'est-ce qui a été autorisé finalement ? Alors, pour l'instant, j'ai peu de retours des maires. Souvent, dans les villages, ça va être au clubhouse du club de football que va être organisé des retransmissions, donc dans des espaces qui sont déjà fermés, et donc ça ne pose pas de soucis particuliers. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance, on va dire dans la campagne, dans le monde rural, d'utilisation de l'espace public pour des retransmissions. Parfois, c'est dans une cour d'école, on va s'assurer que l'accès à la cour d'école sera fermé, sera contrôlé. À Sarreguemines, c'est un peu différent parce que nous avons un certain nombre de débits de boissons qui ont des terrasses. Mais pour la Coupe du Monde, très peu vont faire des retransmissions sur grand écran. Il y a un établissement qui est à côté du cinéma de Sarreguemines, qui lui a déjà une terrasse et une contre-terrasse autorisée par la municipalité, mais qui se trouve en bord de chaussée. Et donc nous avons décidé des mesures de sécurité particulières. Il y aura un barriérage pour délimiter définitivement la terrasse et une partie de la chaussée sera neutralisée pour y installer des plots béton. Alors justement, vous en avez déjà un peu parlé, mais de manière globale, quelles sont les mesures de sécurité qui vont être prises et si jamais ce n'est pas respecté, quelles sont les sanctions ? Alors, les mesures de sécurité, généralement, qui vont être prises, c'est là où il y a des rassemblements de personnes physiques, c'est de faire une bulle de protection qui est inaccessible, notamment par des véhicules, quel qu'en soit le format. Donc, soit on est éloigné des voies de circulation, soit on met du barriérage, soit on met des plots béton, soit on est en hauteur. La terrasse du casino est normalement inaccessible aux véhicules. Donc, on examine au cas par cas. S'il y avait des dysfonctionnements,
Là, je prendrai des mesures radicales en demandant à l'autorité municipale de supprimer la terrasse, l'autorisation de terrasse, puisqu'elle est délivrée par le maire. Et le cas échéant, si je constate qu'il y a un dysfonctionnement dans les règles de fonctionnement des débits de boissons, le Code de la santé me permet de décider une fermeture temporaire de l'établissement. Et je n'aurai aucune hésitation en la matière, de même que s'il y a ce que j'appelle des rixes d'ivrogne à l'occasion de ces retransmissions, je prendrai des mesures fermes de fermeture temporaire des établissements qui pourront aller, le cas échéant, jusque pendant toute la durée de la compétition. Comme je l'ai fait il y a 2 ans à Sarralbe, sur un établissement, à l'occasion du championnat d'Europe de football. Il visait 30 000 mètres d'altitude. Hier après-midi, les élèves du collège de Rohrbach-les-Bitches ont passé leur récréation la tête vers les nuages. Ils ont assisté au lancement d'un ballon stratosphérique, un projet aéronautique en partenariat avec une entreprise locale qui visait à initier les élèves aux expériences réalisables en haute altitude. Reportage de Thomas Drouin. C'était l'attraction de la récréation au collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. 15 élèves et leurs professeurs ont investi le stade de l'établissement avec un ballon, non pas pour faire un match de foot, mais dans le cadre d'une expérience scientifique, car il s'agissait là d'un ballon stratosphérique. Ce projet s'inscrivait dans le cadre du parcours aéronautique proposé par le collège en 3e. Les élèves participants étaient tous volontaires pour 3 heures supplémentaires par semaine. C'est le grand jour, peu à peu le ballon se gonfle, puis décolle. C'est à l'étage que se poursuit l'expérience soutenue par Gaia Trend, entreprise locale d'e-cigarettes, qui a accordé 3 000 € au collège pour ce projet. Si le vapotage n'est pas autorisé dans l'établissement scolaire, il l'est en haute atmosphère, puisque les élèves doivent mesurer la variabilité des liquides d'arôme dans des conditions extrêmes, telles qu'une haute pression ou une température faible. Sur l'écran, les graphiques affichent les mesures, y compris l'altitude qui doit monter jusqu'à 30 000 mètres. Mais elle ne dépassera pas les 400 mètres avant de retomber. La route qui vient entre Rohrbach et Pinal, on est sur la gauche, la route qui descend vers la ferme du... Voilà. Si l'expérience a raté, elle n'en est pas moins instructive pour les élèves, leur démontrant que la recherche et l'apprentissage passent aussi parfois par l'échec. On va parler de la question du jour qui vous était justement proposée sur la page Facebook de Mosaïque et ça concerne les phénomènes paranormaux. Regardez. Ce week-end, un crop circle a fait son apparition dans un champ à Saraltroff. Œuvre extraterrestre ou humaine, nous le saurons sans doute jamais. Croyez-vous aux phénomènes paranormaux? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, les phénomènes paranormaux, est-ce que nos internautes y croient? Alors pour la plupart oui, comme Patricia ou Dre qui nous dit « Oh oui, j'y crois, mais chut, c'est un sujet un peu tabou, mais les gens commencent à se réveiller ». René nous écrit « Pour moi, sommes-nous seuls dans l'univers? Non. Les fantômes existent-ils? Pourquoi pas? Un soir, chez ma grand-mère, nous regardions par la fenêtre car une ambulance était arrêtée chez les voisins. 3 frères et sœurs d'un âge relativement avancé et une des sœurs part en ambulance. Ma grand-mère me disait « J'espère qu'elle ne va pas mourir ». Et là, le fourneau de son salon a fait un gros bruit. Le lendemain, la sœur était décédée. Hasard. Alors je pense qu'on ne le saura sans doute jamais. Ça c'est sûr. Il y a quand même plus de chances de remporter un de nos kits du supporter que de croiser un fantôme. Alors on regarde le jeu du jour. Ça y est, je l'ai. C'est vrai, tu l'as? Alors on l'ouvre? Oui, on l'ouvre. Ah, c'est celui-là qui manquait à ma collection de Panini. C'est vrai? Oh, la chance! Est-ce que vous aussi, vous collectionnez les cartes Panini? Répondez à cette question et tentez de gagner un de nos kits du supporter qui contient une écharpe, un vuvuzela, du maquillage, un ballon et encore des drapeaux pour accrocher à votre voiture. Pour tenter votre chance, répondez à la question, invitez vos amis et n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Mosaïque. Bonne chance à tous!
Sandrine, est-ce qu'il y a des collectionneurs parmi nos internautes? Alors il y en a quand même pas mal qui ont répondu que non. Il y en a d'autres qui ne les collectionnent plus aujourd'hui mais qui en gardent de bons souvenirs, comme par exemple Stéphanie qui nous écrit « Oh là là oui, lorsque j'étais jeune j'en avais des Panini ». Ou Samuel par exemple qui nous dit « Je la faisais il y a environ 20 ans ». Et Sophie nous raconte « Oui, quand j'étais jeune, on les collait sur la porte de la chambre et un peu partout ». Alors j'imagine bien la tête des parents avec des footballeurs accrochés un petit peu partout dans la maison. Alors certains sont retombés un petit peu en enfance, sont retombés un peu dans les Panini grâce à leurs enfants, comme Géraldine qui nous dit « Enfant, je faisais la collection et là c'est mon fils qui a repris le relais ». Et André nous écrit « Bien sûr qu'on fait la collection des Panini. Mon fils me boude d'ailleurs en ce moment parce que je suis pas allée lui en acheter d'autres paquets aujourd'hui ». Et pour finir, certains vont peut-être s'y mettre grâce à notre question. Marilène nous répond « Oh, ça existe encore, je crois bien qu'on va s'y remettre avec les loulous ». Et oui, et pourquoi pas. Et alors dans tout ça, grâce à ces commentaires, qui remporte le kit du supporter? Eh bien c'est Van Chris qui le remporte, félicitations à elle. Et sachez qu'il ne nous reste plus que 2 kits du supporter à gagner, alors dépêchez-vous, n'hésitez pas à les jouer sur notre page Facebook. Et voilà, et soyez fidèles. Merci beaucoup Sandrine. La Coupe du Monde de foot, mais version mondiale 98, on en parle dans un instant avec nos invités qui ont été des acteurs de cette Coupe du Monde 98. À tout de suite. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. La finale du Mondial 98 s'est jouée et s'est gagnée à Paris. Mais j'ai la chance d'avoir sur ce plateau 2 acteurs, 2 personnes du secteur qui ont contribué. Alors l'un à la victoire sur le terrain, l'autre à l'immense fête populaire qui a suivi. Dominique Sepagnac, ma première question est pour vous. Vous avez habillé les Bleus pendant pas seulement cette Coupe du Monde-là de 98 d'ailleurs. Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à habiller les Bleus. C'est une histoire des compétences. Je veux dire, quand vous avez le premier équipementier qui est là, qui vous contacte et qui vous fait travailler, il y a bien des raisons à ça. Oui, la reconnaissance, vous étiez connu dans le milieu. Bien fait, être toujours présent au fur et à mesure de la montée des enjeux. Et alors du coup, concrètement, pour le maillot des Bleus, c'était quoi votre rôle? Vous faisiez quoi? Je faisais tous les coques. Donc à l'époque, on faisait les coques. Les coques étaient brodées donc, sur des grands panneaux. Il fallait les découper, les envoyer. Et Adidas avait à ce moment-là une plateforme justement qui suivait l'équipe de France pour pouvoir faire les maillots au fur et à mesure. Après, ça a changé. Après, on faisait tous les maillots chez nous. Alors ça a été pendant quelle période que vous avez fait ça? Parce que c'était notamment pour ceux qui ont été utilisés pendant le Mondial 98. 92 à 2010. De 92 à 2010. Et alors du coup, en 98, je ne sais pas, est-ce que vous regardiez les matchs à la télé? Qu'est-ce que vous ressentiez en voyant les Bleus évoluer sur le terrain avec vos maillots et au fur et à mesure gagner sur le terrain avec vos maillots? Vous ressentez l'événement. Quand vous êtes dans des situations comme ça, vous ressentez l'événement, vous ressentez l'enjeu et vous sentez l'événement qui est en train de monter. J'étais persuadé,
bien que je ne suivais pas trop le foot à ce moment-là, mais j'étais persuadé qu'ils allaient gagner. J'ai eu des journalistes qui sont passés qui me demandaient qui c'est que vous voyez en finale. Donc on était peut-être en 8e, je pense qu'on devait être en 8e. Je disais France-Brésil. Pourquoi France-Brésil? Écoutez, France-Brésil parce que dans tous les cas ça sera un esprit de fête qu'on pourra... qui marquera les gens pendant longtemps, et vaut mieux un esprit fête que la France gagne ou le Brésil gagne, ça sera la fête. Et je dis ça, c'est ce qui sera le mieux retenu. Et au fil des matchs, alors non seulement ça s'est effectivement concrétisé, ce pronostic pour la finale, mais en plus au fil des matchs, au fur et à mesure que la France continuait d'évoluer dans la compétition, vous, ça a été très bon pour les affaires, parce qu'il n'y a pas eu que les maillots pour les joueurs de l'équipe de France. À ce moment-là, un petit morceau de ruban en bleu, blanc, rouge, on aurait pu le vendre. J'avais des commerçants qui venaient, même de Metz, qui venaient s'installer chez moi au magasin pour vendre des produits qu'ils avaient en trop et qui n'arrivaient pas à écouler, parce que bon, moi j'avais le Renan qui était là. Je travaillais pour l'équipe de France, j'ai commencé à lancer le mouvement des drapeaux. Avant les matchs, j'étais là. Pendant les matchs, je regardais le match, mais je revenais au magasin avant que le match se termine pour être prêt à alimenter en fait la population qui avait besoin d'exprimer sa joie. Donc ça a été des grands moments. Il fallait, à titre d'exemple, je suis dans un ancien bâtiment de la commandanture allemande. J'avais 24 oriflammes, donc sur tous les volets en persienne, plus j'avais fait traverser un drapeau de 4 mètres sur 6 en travers de la rue pour pouvoir alimenter ce mouvement, et indirectement j'avais repris ce bâtiment à cette commandanture allemande. J'ai profité de cette situation-là. Malheureusement, je n'ai jamais vu de photo dans le journal de ça, c'est bien dommage. Mais si vous voulez, il y avait un enjeu, il fallait le nourrir. J'ai commencé à peindre j'avais pu me procurer des cornes de brume qui étaient rouges, donc il fallait les rendre à la couleur de la France. J'ai acheté de la peinture bleue et blanc et j'ai commencé à mettre ça sur une palette en bleu, blanc, rouge. J'ai lancé pas mal de petits produits comme ça qui ont fait les grands effets après. Donc avoir les bonnes idées et savoir être là au bon moment. On voyait pratiquement pas de drapeau français à cette époque-là. Quand j'ai dû faire mon premier drapeau français, j'ai dû partir chercher du rouge à Sarrebruck, du bleu à Metz, et j'avais du blanc sur Sarreguemines. Et Mosaïque n'existait pas encore, donc on n'avait pas fait de jeu pour faire gagner des kits du supporter. Jean-Marcel Pierret, vous, il y a toute une génération qui vous connaît sous le nom de Max, de Disco Max, qui ne connaît d'ailleurs pas forcément votre vrai prénom. Le 12 juillet 98, vous étiez à Sarreguemines. Et alors là, vous avez déployé la sono, vous avez assuré l'animation. Est-ce que c'était complètement improvisé? Comment ça s'est organisé, cette fiesta? Tout à fait. Ce n'était pas improvisé du tout, puisque on ne peut pas, dans une manifestation de ce type-là, s'installer en pleine rue. Il y a des câbles partout, les gens se prennent les pieds dedans. Il fallait déjà un endroit où on soit à l'abri de tout ce mouvement, quoi. Et donc j'ai demandé à l'époque je tenais un magasin de musique rue de la Chapelle. Au-dessus de moi il y avait le coiffeur Cop, un garçon extrêmement sympathique, à qui j'ai donc demandé si je ne pouvais pas utiliser son local, qui a un petit balcon. Et oui, c'était surtout le balcon qui était intéressant. Qui est situé en hauteur et bien sûr qui supprime tout risque d'arrachage de câble ou de disque qui saute, enfin tous ces petits aléas. Et bien sûr, il m'a tout de suite dit ok, voilà les clés. Et donc je suis venu le dimanche en début d'après-midi, puisque le match était le dimanche soir. Je suis venu le dimanche en début d'après-midi avec Philippe, Monsieur Starlight, événementiel, qui est mon compagnon et ami de longue date et qui a été depuis le début dans l'aventure Disco Max. Hein. Donc quand je dirais on, ça voudra donc dire chaque fois Philippe et moi, bien sûr. Et donc nous sommes venus le dimanche après-midi. Le matériel à l'époque était quand même bien plus lourd et plus encombrant que maintenant. Il n'y avait pas de clé USB, il n'y avait pas de choses comme ça. Et donc c'était quand même déjà une mission relativement physique de monter tout ça au premier étage, sur un tout petit balcon. On a fait tout ça. Personne n'était bien sûr prévenu, puisque comme vous veniez de le dire un instant, il n'y avait pas encore Mosaïque. Les radios libres existaient déjà, mais ça n'avait été annoncé nulle part.
Donc c'était vraiment une surprise. En plus, puisque personne ne savait ça, personne ne regarde en hauteur. Parce qu'on aurait pu voir les haut-parleurs et quelques spots, mais personne n'a réalisé qu'il ne se préparait. Vous avez pu vous installer discrètement, voilà, tranquillement. Tout à fait. Et donc, dès le coup de sifflet final, Marseillaise. Et là, c'était parti pour un grand barouf dans les rues de Sarreguemines. Et bien justement, pour plonger dans l'ambiance, je vous propose de regarder un extrait parce qu'il y a des images qui ont été filmées ce jour-là. Qu'est-ce que vous ressentez 20 ans après en regardant ces images? C'est toujours énorme, mais j'en ai encore la chair de poule. 20 ans après, ça reste parmi un des tout meilleurs souvenirs de toute ma carrière d'animateur. C'était fantastique. Et bien sûr, tout le monde était dans un bon jour, puisque c'est la première fois que c'est arrivé que la France soit championne du monde de football. C'est clair que si c'était le Brésil qui avait gagné, la fête n'aurait pas été la même. Mais vous avez pu bénéficier en plus de l'emplacement, parce qu'on le disait, stratégique au premier étage à pouvoir s'installer tranquillement, mais aussi rue de la Chapelle, ça veut dire le tour du carré, comme on dit, avec tous les Sarregueminois en voiture qui venaient klaxonner à cet endroit-là, qui du coup s'arrêtaient, et avec aussi tous ceux qui étaient, moi je me souviens, parce qu'à l'époque j'y étais, sur le parking de l'hôtel de ville, où un écran géant avait été installé, et où forcément, de là déjà, on entendait la sono Disco Max. Hein. Ah ben quand même. Et oui, mais bien sûr. Bon, c'était une initiative sympathique de mettre un écran géant aussi devant la mairie. Mais oui, dans mon esprit, c'est évident que à la fin du match, les gens ne resteraient pas là. Il fallait, comme vous venez de le dire, être sur le carreau, là où vraiment ça va être l'épicentre de la chose. Et pour vous, c'était d'autant plus important que, si je ne me trompe, ça faisait très longtemps que vous rêviez d'animer l'après-match, d'animer une victoire de la France en Coupe du Monde. Ah ça oui. En fait, moi je n'étais pas football du tout. Du tout. Et là je le suis beaucoup. Et donc j'ai vécu cette fameuse défaite de l'équipe de France contre l'équipe d'Allemagne en 1982. Et je l'ai mal vécu ça. Parce que, bien que n'y comprenant pas grand-chose au football, j'ai eu un super sentiment d'injustice, de frustration. Et donc mon ami Philippe Ditch, dont je venais de parler avant, était projectionniste au cinéma Eden à l'époque. Et je suis allé le soir de cette finale, donc, qui était finalement une... sans la France, mais avec sans la France, voilà, avec l'Italie. On a un petit peu discuté. Italie-Allemagne. On a un petit peu discuté de tout ça là-bas, voilà, comme le montraient les images. Et passent 3 Italiens, des gens qui étaient dans le milieu associatif. Ça s'appelait le Club Italia. Et ils me disent, oh, ce soir, c'est la grande fête et tout. Je dis, oh là là, avec les Allemands, c'est pas gagné cette histoire-là. La Mannschaft. La Mannschaft. Et donc, mais ils ont dit, ça fait rien, on fera la fête de toute façon. J'ai trouvé ça vraiment très positif et très porteur. Et j'ai dit à Philippe, mais mince, est-ce qu'il ne serait pas bon de s'installer là-haut, sur ce grand balcon, et de leur faire une surprise pour les Italiens, au cas où ils devaient gagner, bien sûr. Clair que si les Allemands avaient gagné, ça aurait été morte pleine. Et il dit ok, oui, on fait. Je suis allé chercher le matériel. On a donc... vous n'avez pas connu le cinéma Eden, l'intérieur du moins, vous ne l'avez pas connu. L'intérieur, non. Donc il y avait un grand escalier en marbre qui montait comme ça en carré. Il fallait passer tout le matériel par une fenêtre. Bref, et donc à 10h du soir, bien sûr, l'Italie avait gagné. C'était presque aussi énorme qu'en 98. Et là, ce soir-là, je n'avais qu'une envie, c'est de pouvoir un jour, de mon vivant, pouvoir faire ça en cas d'une victoire de l'équipe de France.
16 ans après, ça s'est fait. Il a fallu attendre 98. Dominique Sepagnac, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le soir de la finale, le 12 juillet 98 ? Je venais de fermer le magasin, j'étais parti voir des haricots et puis de la plantation que j'avais pas eu le temps d'arroser parce qu'il faisait bien chaud à ce moment-là. Je cultivais au 3e étage. Donc bizarrement, je suis sur un aspect colline. Et je suis redescendu au magasin, j'avais un gros mal de tête parce que c'était très harassant. Et j'ai un copain qui est venu, qui me frappe à la porte du magasin, il m'appelle, il me dit écoute, tu veux pas venir chez nous, on est toute une bande, tu peux nous joindre, on va commander des pizzas. C'était d'ailleurs un très bon moment d'ailleurs, ce moment-là. J'ai repris un cachet pour la tête, on a commandé des pizzas, et puis à un moment, j'en ai un qui se lève, oh on va perdre, je l'attrape, je lui dis sors de là, ils vont marquer, boum, ça fait... Pratiquement à la minute, je le mets assis, le but se marque. Mais on va finir par croire que vous êtes devin. Hein. On va finir par croire que vous êtes devin. Déjà, le pronostic France-Brésil, oui, vous l'aviez donné. France-Brésil. Et après, donc, on a eu un match, je crois qu'on a eu un but en dernière seconde et un 2 minutes avant. Et c'était pareil, bon, ben, le match est fini. Je le rattrape, je lui dis, écoute, c'est pas terminé. Et boum, ça remarque. Et au moment où il va pour dire, bon, ben voilà, c'est fini, on était peut-être à 30 secondes, le gars se lève, je dis, écoute, enlève-toi, c'est toujours pas fini. On attend la dernière minute, et la dernière minute, il marque. Je veux dire, c'était un moment merveilleux. Pour une fois, j'ai pu suivre le match jusqu'à la fin. Comme j'étais à quelques pas du magasin, j'ai tout de suite foncé au magasin pour pouvoir de nouveau continuer à alimenter ces drapeaux. J'ai vendu 1600 drapeaux en 2 jours. Wow. Donc voilà. À titre personnel, est-ce que vous étiez déjà fan de foot avant 98 ? Non, si vous voulez, on commençait à avoir une très bonne équipe. On sent les événements. Jacquet était un homme de cœur. J'ai pu le rencontrer. J'ai rencontré en même temps Yannick Noah. Et arrivé sur un plateau, donc FR3, personne ne croyait encore à cette victoire. Et puis j'étais arrivé sur le plateau. Qu'est-ce qu'on jette sur le plateau ? Un coq plumé. Un coq plumé. Donc des petits machins pour chiens. Mais ils n'avaient pas encore compris que l'équipe était en train de monter. Ils n'avaient pas compris l'enjeu de la situation. Cet enjeu, en fait, ce qui a été le plus beau, c'est que ça rassemblait un peuple. Ça rassemblait un peuple, pour tout le monde c'était la joie, tout le monde, aujourd'hui personne ne l'a oublié. Hier soir il y a eu un reportage justement où j'ai pu revivre tous ces moments-là, parce qu'il a duré jusqu'à 1h, 1h30, tout 98 a été diffusé. Donc le sentiment en fait des joueurs, des entraîneurs, et puis tout ce qui s'est passé. Mais je vais dire, derrière ça, il y avait aussi l'équipementier qui était Adidas, qui était là, qui ne manquait pas, qui était toujours présent. Ils étaient obligés de travailler énormément. C'est une organisation énorme. Il était, je crois, le premier ou deuxième équipementier à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas faire un raté. C'est une équipe, en fait, il y a l'équipe, mais il y a tout ce qui se passe derrière. Tout ce qui se passe derrière qui peut nuire à une équipe. C'était des moments très beaux à vivre. Je veux dire, personne n'a oublié. Moi qui étais dans l'action directement, c'était pareil. Bon, je vivais ça différemment. Je vivais ça différemment, et c'est là que j'ai commencé à apprécier le football. Malheureusement, après, il s'est passé un petit laps de temps qui n'était pas bon. Ça a été repris en main, c'est en train de revenir. Je pense que les gens commencent à sentir, parce que j'ai les premiers clients qui viennent, qui me disent pour que je remplace mon drapeau, il commence à être un petit peu défraîchi, là, à 20 ans. Et quand vous faites le calcul, 20 ans, c'est 98. Et donc vous allez suivre les matchs de la Coupe du Monde cette année ? Oui, je pense, non, mais je suis toujours présent dans ces choses-là, je suis toujours présent. Je suis quelqu'un qui, on me demande une chose en dernière minute, je ferai tout pour que ça réussisse en dernière minute. Hein, si on me demande, je vais dire, on me demande le ciel, de sortir le ciel en 1 jour ou en 2 jours ou en 2 heures, je ferai de façon à pouvoir le sortir. Même si malheureusement vous ne faites plus les maillots pour l'équipe de France. Non, parce qu'il y a Nike qui a repris, mais c'est pas grave, on a marqué l'histoire. L'histoire
reste marqué à jamais, et puis l'histoire continue. À un moment, peut-être que ça reviendra, on ne sait pas. Alors l'histoire continue, ça va être ma dernière question. Quel pronostic pour cette Coupe du Monde 2018? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pas bon ça comme pronostic. Bien sûr, comme tout Français qui se respecte, je souhaite une victoire de l'équipe de France. Mais je suis quand même un tout petit peu inquiet, on va dire. Et en face, ça serait qui? Je pense une équipe sud-américaine. Mais peut-être le Maroc aussi. J'ai vu un match du Maroc l'autre jour qui m'a bien plu. Ah, bluffant. Peut-être une surprise. Enfin, déjà, l'essentiel d'y arriver, nous. Mais ça, comme dit, je suis un tout petit peu dans le dubitatif. Et vous, monsieur Sepagnac, qui avez été si doué en pronostic en 98 pour 2018, vous prédisez quoi? Un tout petit peu tôt. Un tout petit peu tôt, parce que je sens les choses monter au fur et à mesure. Je me prononcerai peut-être un petit peu plus tard, mais bon, je suis là à les soutenir. Eh ben, c'est super. Et je Merci. pense qu'eux sont là pour jouer, pour nous montrer qu'ils sont encore capables. On a bien vu les anciens jouer un match hier. Et ils ont fait voir leur savoir-faire, ils ont gagné. Ils ont peut-être donné des leçons en fait de non-friction, d'esprit d'équipe. Voilà. Hein, donc je pense que ça va servir aussi, ces petits matchs qui s'est fait avec les anciens, 20 ans passés, les gars sont toujours sur le terrain, ils ont su revenir. Et j'espère que la France gagne. Et bien, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Puisqu'on est à J-1, bonne Coupe du Monde à tous. Et très bonne journée. À bientôt.